Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Nous serons en compagnie de Valérie Gastaldi pour tout simplement s'intéresser au trading et aux prévisions. Arrêtez d'essayer de prévoir. Alors, avant que nous démarrions et que je laisse Valérie se présenter, est-ce que vous pouvez me confirmer à l'écrit dans la fenêtre questions que le son fonctionne correctement et que vous voyez également la présentation? Parfait. On me confirme que tout fonctionne. Et ben, c'est impeccable. On va pouvoir démarrer. Je te laisse 1 minute, Valérie, pour te présenter. Et puis après, on passera à la suite. D'accord, bah, écoutez, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ce soir. Ça fait déjà, ah ben voilà, tiens, 2023, j'ai commencé sur les marchés financiers en 1984, 85, quelque chose comme ça fait très longtemps donc. Comme market maker sur les options, et bah, quand on est market maker sur les options et qu'on doit prendre des décisions plusieurs fois par jour, l'analyse fondamentale qu'on m'avait enseignée à l'école ne me suffisait pas et j'ai dû développer d'autres outils pour m'aider dans mon travail. Donc j'ai commencé à apprendre l'analyse technique. Puis je me suis rendu compte que c'était bien, mais que ça ne servait absolument pas à prévoir. Contrairement à ce qui est souvent écrit dans les livres, que l'analyse technique est une méthode qui permet de prévoir l'évolution future des cours. Mais c'est pas vraiment gênant de ne pas savoir prévoir, ça peut faire peur. Mais en fait, ce que je vous propose de voir ensemble ce soir, c'est pourquoi en fait c'est dangereux de prévoir, d'essayer de prévoir plutôt, et comment faire pour naviguer sur les marchés financiers sans avoir essayé de prévoir. Voilà, parce que moi, c'est ce que je m'efforce de faire et je sais qu'à chaque fois que je tombe dans le biais de vouloir comprendre ce qui va se passer plus tard, ben, en général, je me précipite dans des séries de bêtises. Donc, je suis bien plus à l'aise à ne pas prévoir qu'à prévoir, bien que ce soit ce que tout le monde me demande tout le temps. Qu'avez-vous prévu donc pour demain, Valérie? Voilà, donc on va attaquer ce séminaire. Est-ce que Maëva, tu veux parler un petit peu des disclaimers qu'on doit Tout à fait. afficher ou bien? Oui, Voilà. mais Alors, au niveau, vous savez bien sûr que cette présentation est faite à titre indicatif, hein. Valérie va être amenée à prendre de nombreux exemples. Il s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations, mais simplement d'exemples qui seront là pour illustrer son propos. Je fais un petit point rapide sur les différents types de comptes chez IG. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous ouvrez un compte chez IG, vous êtes sur un compte à risque limité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre plus que l'investissement qu'on a fait au départ. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de clients, de prospects que j'ai souvent au téléphone qui me disent mais j'ai peur justement, est-ce que je pourrais avoir des dettes, ce genre de choses. Soyez rassurés, vous avez le compte à risque limité avec le stop garantie et vraiment, j'ai envie de dire, tout un panel d'outils à votre disposition pour vraiment bien pouvoir gérer vos investissements. Au sujet d'IG, ça fait déjà 49 ans que nous existons. On fêtera cette année, enfin l'année prochaine, hein, en 2024, nos 50 ans. À Paris depuis 16 ans, leader mondial de l'investissement en ligne. On a quasiment 400 clients à travers le monde et nous sommes cotés à la Bourse de Londres. On organise régulièrement des événements, que ce soit des webinaires comme ce soir ou même des événements avec des roadshows avec Alexandre Baradez. On sera par exemple mardi prochain à Bordeaux pour un roadshow. Donc si certains d'entre vous sont dans la région, on sera au Pullman Lac de Bordeaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site internet. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Je te repasse la main, Valérie, pour que tu puisses présenter. d'accord. Alors, voilà. Hop, Voilà, tu devrais avoir voilà. Oui, l'option. j'ai l'option montrer mon écran, sauf que par défaut, c'est pas le bon écran, hein, je C'est le pense. blanc, en Donc, tout cas, on voit bien. J'ai ah bon, l'impression que ok, c'est le bon il est écran. resté sur l'écran Ouais. précédent, tant mieux. Je pensais que j'allais devoir rechanger. Bon, alors, je suis pas sur la bonne page, cela dit, donc je passe.
sur la bonne page. Et en fait, vous croyez que j'allais vous parler? Non, je vais commencer par vous poser une question. Alors, une question qui est une question, ce qu'on dit à choix ouvert. Mais finalement, avant de vous lancer dans votre trading tous les matins, si vous devez acheter une action, vendre une devise, enfin peu importe, quand vous devez donc, quand vous vous préparez à acheter ou vendre quelque chose, quelle question est-ce que vous vous posez ou quelle question est-ce que vous aimeriez poser à quelqu'un qui serait un peu votre gourou? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir idéalement avant d'acheter une action? Je dis acheter une Alors, action simplifiée, parfait. hein. J'en profite pour vous expliquer. Donc là, c'est une question ouverte. Répondez à l'écrit dans la fenêtre questions. Et puis tout au long de la présentation, si vous avez des questions, vous souhaitez que Valérie revienne sur certains points, vous pourrez également le poser à l'écrit. Vous verrez qu'il y aura également quelques sondages qui apparaîtront à l'écran auxquels vous pourrez répondre. Là, c'est juste voilà, une question ouverte. Donc vous pouvez afficher vos réponses, taper vos réponses dans la fenêtre questions. Alors, on a déjà quelques propositions, les cours du jour, de la veille, de la semaine, le sens du marché, si elle va monter, effectivement, la santé de l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des gaps? Connaître les éléments pouvant influer les cours futurs. Ah, oui. Hmm. Bon, alors il y a certaines réponses pour le moment qui sont des réponses auxquelles il est facile de répondre. Par exemple, connaître les gaps. Bah, si vous prenez le graphique, normalement, vous les voyez, les gaps. Donc, bon, ça c'est bien. Si c'est une de vos questions, vous pouvez être satisfait avant de commencer le trading. Il y a d'autres réponses, Maëva? Alors, on n'a pas plus de propositions là. Ok. On a une audience timide. Oui, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu difficile parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait savoir. En fait, on se trouve à la croisée de chemins et on sait que selon le chemin qu'on va prendre, on va faire des gains ou on va faire des pertes. Donc, je pense que souvent, les questions qu'on se pose tournent autour d'une des questions qui avait été posée, quel sera le sens du marché? Hein. Est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va baisser? On voudrait savoir dans quel sens il va bouger. Mais on va voir que c'est pas une question qui est si pertinente que ça en fait. D'abord, je veux, je sais pas si vous avez la mémoire longue pour les bêtises qui sont communément énoncées sur les marchés financiers, parce qu'on en dit tous, hein, mais il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Nouriel Roubini, donc c'est un économiste illustre, hein, soi-disant. Enfin, en tant qu'économiste, il est illustre. Et de temps en temps, il s'exprime et il se plante complètement. Donc là, par exemple, je vous ai repris un article qui avait été publié le 24 mars 2020. Je crois que le point bas du marché en Europe, c'est le 24 mars 2020, hein, assez précisément. Et Nouriel Roubini, à ce moment-là, avait dit que la crise de Covid allait provoquer une récession absolument phénoménale dont on ne se remettrait pas. Donc, il parlait de ce qu'on appelle un scénario en L. Le scénario en L, c'est vous faites la barre du L, vous chutez, et après, vous faites, vous voyez la barre plate du L tout en bas, c'est-à-dire que vous restez en bas pendant longtemps. Donc, sa prévision, à cet illustre économiste, le jour du point bas de marché, enfin en plus il avait été interviewé un petit peu avant, c'était donc que ça allait aller très très mal pendant très longtemps. Donc quand vous lisiez cette prévision, bah, sincèrement, vous aviez plutôt envie de vendre le marché et à chaque fois que vous voyez le marché monter, a priori, vous aviez un biais pour avoir envie de le vendre. Et alors, moi, ce que je trouve aussi très, très intéressant, c'est que le journaliste qui a écrit cet article, qui est un journaliste qui est spécialisé en finance, hein, Nicolas Galland, eh ben, il a oublié qu'en fait, il nous écrit dans cet article que c'est un économiste qui avait prévu la crise des subprimes. C'est vrai,
il a parlé de la crise des subprimes et du problème que posait le fait que les banques octroient des prêts à des gens dont le risque de crédit était extrêmement bas et qu'après, ces prêts qui allaient être défaillants étaient revendus dans des paquets de prêts mal identifiés et qui allaient un jour poser des problèmes. Je ne vais pas me relancer dans l'explication complète de cette crise, mais enfin, en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc tout ça, il l'avait expliqué, il l'avait très bien compris. Sauf que il en a parlé en 2006. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être vu le film qui a été fait sur ce sujet, sur le seul hedge fund qui a réussi à gagner de l'argent à partir de la prévision de Nouriel Roubini, ce film s'appelant Oh ben voilà, tiens, ça y est. The Big Short. Le Big Short, merci. Voilà. Je l'ai vu, très bon film. Oui, c'est un très bon film, ça explique très bien comment ça s'est produit. Et donc le problème, c'est que là, je vous mets le S&P 500 sur la période 2006-2007 et j'ai mis une ligne rouge. Donc là où il y a ma souris, c'est à peu près janvier 2006. Et là où je la remets ici, c'est la fin de l'année 2006. Et la ligne rouge, donc, c'est un espèce de cours moyen pour 2006. Eh bien, entre 2006, le moment où il a fait sa prévision, et le point haut du marché qui a été atteint fin 2007, ben en fait, le marché, il a monté de 35%, en gros, pendant 2 ans. Ben, il y a donc un hedge fund qui a réussi à gagner de l'argent, mais si vous avez vu le film, vous avez compris que ça n'avait pas été facile du tout. Mais dans l'ensemble, tous les gens qui ont suivi Nouriel Roubini quand il a parlé de la crise des subprimes, ils ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu trop tôt et en fait, ils ont vu que ça montait, ils étaient mal. Quand ça a commencé à baisser, ils se sont dit yes, super, et du coup, ils en ont remis plus. Et après, c'est remonté encore une fois. Ça a rebaissé, ils se sont dit ouf, c'est super. Et là, quand c'est remonté encore une dernière fois, même si on a à peine franchi les précédents sommets, je ne vous dis pas, mais ils étaient absolument dégoûtés. Et du coup, après, quand le marché s'est mis à baisser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont acheté. Donc, ils ont vendu là, ils se sont rachetés là, et non seulement ils se sont rachetés, mais ils ont acheté pour la plupart pendant la baisse. Donc, je ne vous dis pas après, parce que le S&P, il est parti de 1700, il est allé à 666 à peu près. Bon, ils ne sont pas forcément restés jusqu'au bout. Hein. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir à sa disposition une bonne prévision et est-ce que ça permet de gagner de l'argent en bourse? Hein, moi, je pense que c'est déjà 2 exemples absolument flagrants. Les gens oublient, mais cet économiste qui, dans un cas, de toute façon, a eu complètement tort sur ce qui s'est passé par la suite, hein, pour la crise Covid. Dans l'autre cas, avait raison sur ce qui s'est passé par la suite, mais dans aucun des 2 cas, ça ne permettait de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc, prévoir, c'est à prendre avec des pincettes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement, mais en tout cas, je suis sûre que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation d'escalade de l'engagement parce que ça nous arrive à tous. Qu'est-ce que c'est que ces types de situations? Ce sont des situations qui se produisent quand on prend une décision et que la décision qu'on prend, eh bien, elle ne s'avère pas être correcte. Les faits qui surviennent, auxquels on est confronté par la suite, nous mettent dans une situation où on se rend compte qu'on a tort et que on est en train de faire une perte. Alors, dans la vie courante, selon les métiers que vous faites, vous allez vous en rendre compte avec plus ou moins de facilité. Mais sur les marchés financiers, le fait que votre décision soit bonne ou soit mauvaise, vous le savez, continuellement, à la milliseconde, enfin, à la milliseconde, notre cerveau n'est pas capable de s'en rendre compte, mais j'exagère juste un petit peu les choses, mais minute par minute, jour par jour, vous savez si votre achat, c'était une bonne idée ou si c'était une mauvaise idée. Et ça nous met dans une situation qui est très difficile. Quand on a pris une décision et que cette décision était mauvaise, eh bien, on a beaucoup de mal à revenir sur ce que l'on a pensé. Alors, c'est déjà une difficulté quand on a acheté ou vendu de gérer la perte en elle-même, mais quand, en plus,
vous avez pu vous exprimer publiquement, vous avez formulé pour vous-même ou pour d'autres une prévision et que vous avez dit non mais là c'est clair, l'économie va repartir parce que elle est tellement forte, ça va bien se passer, etc. Et donc vous en avez parlé, vous vous êtes créé une histoire, etc. sur ce qui allait se passer dans l'économie. Eh bien plus vous allez avoir cru à votre propre histoire, plus vous allez avoir essayé de convaincre quelqu'un d'autre, plus il vous sera difficile d'évaluer et d'accepter votre erreur par la suite. Or, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes sur les marchés financiers, mais s'il y a une chose qui est indispensable, c'est d'être capable de changer d'avis facilement sur les marchés financiers, de savoir reconnaître qu'on a tort, de savoir couper une position suffisamment vite, pas trop vite parce qu'il ne faut pas la couper avant d'être sûr qu'elle soit mauvaise, mais en tout cas, il ne faut pas s'entêter dans une mauvaise position non plus. Donc, c'est bien toute la difficulté, c'est ça, c'est d'être continuellement capable d'évaluer si la décision que l'on vient de prendre, c'était une bonne décision ou si c'était une mauvaise décision et qu'il ne faut pas persévérer. Tout l'enjeu pour gagner de l'argent, c'est ça. Parce que quand on a une position qui gagne, c'est super facile. Hein. Personne ne se pose de questions, ça va tout seul. La difficulté, elle est sur les positions perdantes. C'est-à-dire, elle est dans les situations dans lesquelles on est confronté à un risque d'escalade de l'engagement. On s'est engagé dans cette décision et on veut persévérer dans cette décision. Bon, quand je vais vous parler de biais, là, je crois que je n'ai pas fait figurer la personne qui a mis en avant ce biais cognitif. Il s'appelle Baristo, c'est quelque chose STAW. C'est un biais qui a été mis en avant dans les années 1970 et qui est super documenté chez les chefs d'entreprise. C'est très rigolo. Bon, je ne vais pas vous en faire un grand discours, mais si vous cherchez sur Google Baristo, S-T-A-W, Commitment Escalation, eh bien, vous pourrez rigoler en lisant ce qu'il a écrit. Donc ça, c'est un des problèmes. Non seulement la prévision peut être fausse, non seulement la prévision peut être juste, mais ne pas aider à prévoir la direction des marchés financiers, mais en plus, cette prévision, une fois que vous l'avez formulée, eh bien, elle vous empêche d'avoir l'esprit libre pour vous rendre compte que vous avez tort, ou bien alors vous dire non, j'ai pas encore eu vraiment tort, il faut que je persévère dans mon effort. Alors, vous allez penser que je saute du coq à l'âne, mais quand vous étiez à l'école, vous aviez sans doute des cours de français et on vous a fait apprendre la liste des conjonctions de coordination. Et normalement, on fait ça quand on est dans les petites classes, je ne sais plus, CE2 peut-être, ou CM1, enfin, c'est dans les toutes petites classes. Et donc, on nous apprend la liste. Vous savez, les conjonctions de coordination, c'est « et », etc. Et donc, combien d'entre vous se souviennent plutôt, de cette liste? Est-ce que vous vous souvenez de cette liste? Donc là, c'est facile de répondre, hein, c'est oui ou non, parce que vous l'avez apprise pour Je vendrai pas la mèche, mais l'interrogation. moi je m'en souviens très bien, ça m'a énormément marqué. Mais moi aussi, je m'en souviens bien. Pourtant, j'ai une très mauvaise mémoire. Alors, c'est drôle parce que d'habitude, je vois les pourcentages, Maëva, de sondage, mais là, ce Alors, soir, je vais te le ça dire, là, s'affiche on est pas. à 67% de oui. Ouais. Donc, on est encore une fois dans théorie des 70-30. Oui, oui, oui. Voilà, là, 68% de oui, et on a à peu Ouais. près 71% des personnes qui ont voté. Si certains d'entre vous souhaitent participer avant que nous clôturions le sondage, n'hésitez pas à nous dire, hein, est-ce que vous vous souvenez de la Oui, liste des conjonctions de coordination que vous aviez appris quand vous étiez plus jeune? il n'y a pas de honte à avoir oublié. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on s'en souvient tous? Ben, on s'en souvient parce qu'on l'a mémorisé à l'aide d'un moyen mnémotechnique. Mais où est donc Ornicart? Voilà, c'est la liste des conjonctions de coordination. Et en fait, cette phrase, la plupart d'entre nous, on s'en souvient parce qu'elle a l'air de raconter une histoire. Et en fait, c'est parce que notre cerveau, il est organisé
pour mieux mémoriser les histoires, c'est-à-dire pour mémoriser les liens de causalité, parce que dans une histoire, en fait, ou dans une phrase, simplement, il y a une organisation des données qui est porteuse de sens. On sait qu'il y a sujet, verbe, complément. S'il y a plusieurs phrases, elles vont avoir un lien entre elles. Et c'est pour ça qu'on crée des moyens mnémotechniques pour bien mémoriser les choses. C'est pour ça qu'on apprend des comptines aux enfants. Vous savez, 1, 2, 3, je vais au bois, 4, 5, 6, cueillir des cerises, patati patata. Tout ça, c'est pour apprendre à compter. Il y a aussi, on peut chanter l'alphabet. Pourquoi? Parce que on apprend mieux si, au lieu d'avoir les données les unes à la suite des autres, si ces données sont reliées par ce que j'appelle une histoire qui fait du sens. Et en fait, eh bien, l'analyse fondamentale, qui est là pour prévoir les profits des entreprises, qui nous donne cet exemple de « il faut prévoir », eh bien, elle répond complètement à ce besoin qu'a notre cerveau qu'on lui donne des histoires. Notre cerveau, il veut manger des histoires, il veut manger de la causalité. On essaye tout le temps de trouver des liens de causalité. Vous savez, si vous avez fait un petit peu de statistiques, que d'ailleurs, très souvent, on vous induit en erreur en vous présentant de simples corrélations comme étant des causalités, alors qu'il y a peu de causalités qui soient prouvées sur les marchés financiers. Et donc, l'analyse fondamentale, eh bien, elle va vous raconter des choses sur les produits, des choses sur la gouvernance, etc. Et ça va vous marquer l'esprit. C'est relativement facile à mémoriser, sauf si vous prenez des analystes fondamentaux qui ne font que descendre les comptes et vous donner des détails sur les provisions, les amortissements et la façon dont on joue des amortissements pour accroître le résultat, patati patata. Mais si l'idée, c'est de vous raconter que la société est capable de créer des produits qui répondent absolument à la demande du marché chinois, qui n'arrête pas de croître et qui est insensible à l'inflation, et etc., ben, notre cerveau mémorise très bien cela. Et en fait, ce besoin de causalité que nous ressentons de façon naturelle, eh bien, moi, je vous conseille de vous battre contre quand vous êtes sur les marchés financiers. Parce que ce besoin, vous ne pouvez pas éviter de l'avoir. Vous allez toujours vouloir chercher le sens du marché. Est-ce que le marché va monter ou va baisser? Et pourquoi ce marché va-t-il monter ou pourquoi ce marché va-t-il baisser? Mais ça s'appelle prévoir le futur. Et en fait, personne ne sait prévoir le futur. C'est quand même un principe de base que beaucoup de charlatans vous font croire qu'ils peuvent surpasser, mais c'est quand même toujours des charlatans, les gens qui vous disent qu'ils peuvent prévoir le futur. On peut agir en prévision du futur, c'est-à-dire qu'on peut anticiper. Ça, c'est nécessaire. C'est même une compétence qu'il faut développer. Mais ce n'est pas parce qu'on connaît le futur que l'on sait agir en anticipation de ce futur. Donc, notre cerveau, voilà, il nous tend des pièges régulièrement. Alors, après, on passe encore un petit peu du coq à l'âne, mais est-ce que quand vous êtes en train de faire du trading, si vous faites du trading pendant à relativement court terme, est-ce qu'il vous arrive de changer d'avis pendant la journée parce que tout d'un coup le marché monte de 3%, ou bien alors il y a la BCE qui a parlé, ou bien alors il y a l'inflation qui a été publiée, ou alors il y a une entreprise qui publie ses résultats, etc., etc. Est-ce que ça vous arrive donc d'être attentif à ce qui se passe sur le marché? Et est-ce que ça peut vous faire changer d'avis par rapport à ce que vous pensiez la veille ou le matin avant d'avoir à votre disposition ces nouvelles? Vous avez le sondage, vous pouvez répondre tout de suite. Pour le moment, on a 45% de personnes qui ont répondu, donc n'hésitez pas à nous dire, est-ce que vous changez d'avis dans la journée? Oui ou non, c'est tout simple, vous avez juste à cliquer. Alors, 73% de oui, Valérie, 27% de Oui. non, et on a 67% de votants pour le moment. Ah, on pourrait en avoir un peu plus, parce que normalement, on arrive à 70.
Sur la plupart des questions, on arrive à 70. Mais bon, normalement, il faut encore, on devrait avoir 70% des gens à peu près qui changent d'avis pendant la journée. Eh bien, c'est très, très, très dangereux parce que c'est très difficile de changer d'avis dans la journée. Et sachez que, de façon générale déjà, la fatigue altère notre jugement. Alors ça, c'est quelque chose qui a été étudié dans des tas de métiers différents. Donc, la fatigue mentale a été étudiée dans le sport, c'est-à-dire qu'un sportif qui a été soumis à du stress, qui a beaucoup, qui s'est entraîné, on ne parle pas de fatigue physique, hein, mais qui a été soumis à du stress, parce que la fatigue mentale, elle vient beaucoup du stress, et qui doit participer par la suite à une compétition, eh bien, il va avoir du mal pendant la compétition à prendre les décisions clés parce qu'il y a des moments où il faut décider, si vous êtes un athlète, d'accélérer à certains moments, de vous mettre derrière le premier ou au contraire, à quel moment est-ce que je dois passer le premier pour gagner la course. Enfin bref, vous devez gérer votre compétition, prendre des décisions et eh bien, la fatigue mentale influence la qualité des décisions qui sont faites, qui sont prises. Chez les médecins, il y a beaucoup d'études, mais dans tous les métiers, hein, il y en a. J'ai juste pris ces deux exemples-là parce que je les trouvais intéressants. Donc, sachez qu'il faut éviter d'aller chez le médecin en fin de journée, notamment si vous allez chez un chirurgien, parce que la décision de vous opérer ou non, elle est complètement altérée en fonction de l'heure à laquelle vous voyez le chirurgien. Vous pouvez aller voir les résultats de cette étude qui est quand même un petit peu gênante. Donc peut-être que c'est une bonne chose d'avoir des ordinateurs qui prennent les décisions à la place des médecins. On a un commentaire par rapport à ça, Valérie, quelqu'un qui oui, nous dit je me tiens à un plan pour la journée et la semaine. C'est très bien. Ça va faire partie des solutions, en effet. Alors, sachez d'une façon générale que toutes les tâches cognitives sont fatigantes. Par tâche cognitive, on entend bien entendu un travail intellectuel, de la lecture, etc. Mais ce qui est particulièrement fatigant, c'est la prise de décision. Il y a des chercheurs qui ont mis en avant le fait que quand on envoie des gens au supermarché avec des listes de courses, si on leur dit achète les pâtes Buitoni, achète le fromage blanc Danone, etc. Bon, bah, ils font les courses, hein, c'est pas très rigolo, on perd du temps, etc. Mais ils font les courses. Si on leur dit achète des pâtes, achète du fromage blanc, achète des bonbons, eh bien, l'effort qu'ils doivent faire pour choisir parmi toutes les pâtes, tous les chocolats, tous les bonbons, etc., eh bien, en sortie d'expérience, ils disent qu'ils sont fatigués, plus fatigués statistiquement que ceux à qui on a donné une liste très simple de choses à exécuter. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû réfléchir à quel était le meilleur produit à acheter aujourd'hui pour la famille qu'ils devaient nourrir. Bon, il y a énormément d'expériences de ce type-là qui sont conduites. Et la conclusion de ce type d'expérience, c'est que quand vous prenez des décisions, plusieurs décisions de suite, au bout d'un certain temps, eh bien, votre cerveau, il va pas mener le raisonnement à son terme et vous allez favoriser les choix qui vont être impulsifs. Et les choix impulsifs, c'est par exemple se dire, eh bien justement, oulala, les cours montent. Si les cours montent, je ne comprends pas pourquoi ils montent et je n'avais pas prévu qu'ils montent, mais en fait, il y a un truc que je ne comprends pas et que les autres ont déjà compris. Et si je ne change pas d'avis tout de suite, eh bien, demain, je vais avoir loupé le train. Il faut vite, vite, vite que je change d'avis parce que demain, ça sera trop tard. Moi, ça m'arrive de me tenir ce raisonnement-là. Ça m'arrive beaucoup moins souvent que ça ne m'arrivait il y a 20 ans, mais ça peut encore m'arriver. Et typiquement, c'est des mauvaises décisions, ça. Hein. Mais ce sont des décisions qui sont là parce que on est peut-être trop fatigué et on n'arrive pas à s'en tenir à des processus, on n'arrive plus à prendre de décisions. Donc, faites attention parce que quand vous êtes sur les marchés financiers, en fait, observer un marché, c'est continuellement se poser la question, est-ce que
j'achète? Est-ce que je vends? Vous posez une seule des deux questions en général. Enfin, j'espère que vous avez déjà à l'avance décidé si vous vouliez soit acheter, soit vendre. Parce que si vous vous demandez tout le temps s'il faut acheter ou vendre, alors là, vous n'allez pas durer longtemps. C'est beaucoup trop fatigant. Mais quand même, à chaque moment, vous vous demandez, est-ce que c'est maintenant que je dois le faire? Et puis, une fois que vous l'avez fait, vous vous demandez tout le temps, est-ce que maintenant, je dois revendre? Donc, vous êtes tout le temps en situation de prise de décision. C'est épuisant. Vous vous en rendez compte ou vous ne vous en rendez pas compte. Chacun a aussi une limite de résistance qui peut être différente. Et donc, il y en a qui vont durer plus longtemps que d'autres. Mais c'est quand même une situation qui est en fait très difficile à gérer. C'est vraiment pas facile de faire du trading. Alors, les conseils importants qu'il faut garder en tête, c'est que les tâches de réflexion, il faut plutôt les mener le matin. À défaut de pouvoir les mener le matin, faites une petite sieste et réfléchissez après la sieste quand vous vous sentez fatigué. Et au pire, si vous n'avez vraiment pas le temps de faire une sieste, il faut vous oxygéner le cerveau. Et pour s'oxygéner le cerveau, bien entendu, on peut faire du sport. Ça va augmenter la quantité d'oxygène dans le sang en général. Et quand on va s'arrêter de faire du sport, le sang oxygéné va monter au cerveau. Ou bien alors, on peut faire les pieds au mur et faire descendre le sang au cerveau. Et du coup, on apporte beaucoup plus d'oxygène très rapidement au cerveau. Et donc, il y a une petite personne aussi qui médite. Et la méditation, c'est bien aussi pour s'oxygéner le cerveau. Ça vous fait peut-être rire, mais c'est vraiment indispensable. Si vous vous sentez sur le point de changer d'avis, faites un break pendant quelques minutes, oxygénez-vous le cerveau et réfléchissez à nouveau à ce que vous alliez faire. Vous verrez que peut-être que vous ne ressentirez pas la même impulsion pour décider tout de suite. Vous allez peut-être relativiser les choses. Et puis, bien entendu, ce qui est très important, c'est d'essayer de vous préserver pour tenir pendant toute la journée où le marché est ouvert. Et c'est long, hein, donc. Et donc, pour tenir longtemps, eh bien, là encore, ça a été montré, il vaut mieux appliquer une méthode que former un jugement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le supermarché. Quand vous allez au supermarché avec une liste de courses à faire, vous allez voir dans les rayons, vous dites « Ah, ça y est pas, je le mets dans mon caddie ou je ne le mets pas ». C'est une expérience réelle. Hein. Baumeister, là, dont je cite l'étude dans l'image, a fait l'expérience sur le supermarché. Donc, formez un jugement et vous posez la question en cours de journée de est-ce que je dois changer d'avis, c'est très difficile. Appliquer une méthode, c'est beaucoup plus facile. Mais la méthode, il faut l'avoir prévue en amont et l'appliquer pendant la journée. En fait, En fait, du coup, si je reprends la question que je vous avais posée en introduction, qu'aimeriez-vous savoir avant d'acheter une action? Eh bien, il faut que vous sachiez répondre à ces questions, parce que vous n'allez pas arriver pour traiter sur le marché sans avoir la moindre idée de ce que vous allez faire. Hein. Il vous faut des réponses. Mais quelles sont les réponses dont vous avez réellement besoin, à mon avis? Donc, il faut que vous ayez des réponses qui vous permettent pendant la journée de prendre des décisions. Hein. Donc, vos réponses ou les questions doivent vous permettre, ou les éléments que vous devez avoir accumulés doivent vous permettre de prendre des décisions simples, oui, non. Donc, première question que vous devez vous poser sur les actifs sur lesquels vous pouvez traiter, c'est la tendance est-elle haussière ou la tendance est-elle baissière, hein, ou donc quelle est la tendance? J'ai donc mis, par exemple, la tendance est-elle haussière? Donc, vous analysez la tendance. Si elle n'est pas haussière, vous devez vous dire, je ne fais rien. Point. En tout cas, je n'achète pas. Si elle est haussière, la tendance, alors vous devez vous dire, bon, il faut donc que je me prépare à acheter cette valeur qui a une tendance haussière. Et donc, la question suivante que vous allez vous poser, c'est à quel prix dois-je acheter? Parce que ce n'est pas parce que la tendance est haussière qu'il faut, bing, tout de suite arriver sur le marché, foncer et dire je l'achète. Parce que peut-être qu'elle est haussière, mais elle a déjà bien monté et qu'elle va passer un certain temps à consolider et que vous feriez mieux d'attendre plutôt que d'acheter avant la consolidation.
il vaut mieux acheter plus près de la fin de consolidation. Donc, à quel prix dois-je acheter? Alors, cette question-là, elle est très difficile. Donc, on passe à d'autres questions avant de répondre à cette question-là. L'autre question qui, pour moi, est absolument indispensable, c'est quel est le seuil d'invalidation de cette tendance haussière? Parce que vous êtes dans le cas, donc là, où vous avez repéré une tendance haussière. Ce qui compte, avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est que vous sachiez quand la tendance ne sera plus haussière et donc quand vous devez cesser d'essayer d'acheter. Et donc, si vous avez déjà acheté, eh bien, il ne faut plus être à l'achat. Il faut que vous changiez de stratégie et que vous cherchiez à revendre ce que vous aviez acheté précédemment avec une perte, a priori. Mais donc, identifier le seuil d'invalidation, c'est absolument primordial. Ensuite, vous allez aussi identifier les supports qui existent entre le cours actuel et le seuil d'invalidation. Si on est dans une tendance haussière, le seuil d'invalidation, il est forcément en dessous des cours actuels. Ce n'est pas forcément le premier support, le seuil d'invalidation, parce qu'il peut y avoir un support qui est très court terme, alors que la tendance qui vous intéresse, elle est un petit peu plus long terme. Donc, peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs supports avant d'arriver au seuil d'invalidation. Et donc, vous allez vous poser la question à chaque fois que vous allez arriver sur un de ces supports de est-ce que j'achète maintenant ou est-ce que j'attends encore plus parce que peut-être que ça va baisser encore et que ça va se rapprocher du seuil d'invalidation. Parce qu'idéalement, vous voulez acheter sur le seuil d'invalidation, ou le seuil d'invalidation plus 1 centime si vous voulez, hein, sachant qu'il n'y a rien qui soit précis au centime près sur les marchés financiers, hélas. Mais le meilleur prix pour acheter quelque chose, c'est le moment où on se dit « Ouh là là, mais on est sur le support, peut-être qu'on va l'enfoncer et peut-être que c'est plus le moment d'acheter. » Souvent, on pense ça au moment où on arrive sur le support. J'en profite, Valérie, parce qu'on a une question justement. Qu'est-ce qu'un support? Ah, alors le problème, c'est que j'ai aucun graphique là. Alors, les supports, ce sont les points clés qui sont sous les cours, sachant qu'on réserve le terme de résistance aux points clés qui sont au-dessus des cours. Et ce sont des niveaux sur lesquels, a priori, il y a une mémoire des investisseurs qui fait qui va déclencher des actes d'achat et qui donc va déclencher un rebond. Le rebond, il peut durer 5 minutes ou il peut durer 5 ans. Hein. Là, ça ne répond pas à la question. Hein. C'est juste un support. Mais c'est le niveau 1, là, en fait, de l'analyse. Hein. Donc, voilà. Si je résume, en fait, c'est un niveau, pour reprendre ce que tu dis, c'est un niveau sur lequel on voit régulièrement, plus ou moins de fois, hein, des fois, enfin je dirais des rebonds plus ou moins nombreux, mais en tout cas un seuil de rebond qui est marqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on voit les cours rebondir et réagir sur ce niveau-là. Voilà, voilà. Sauf que parfois, le support, on ne l'a testé qu'une seule fois. Parfois, on l'a déjà testé 2 ou 3 fois. Parfois, on l'a testé une seule fois. Et donc, il faut apprendre à les identifier, ces supports, parce qu'il y en a plein sur les graphiques. Mais c'est quand même une question d'expérience, de savoir correctement trouver les supports corrects. Correctement trouver les supports corrects, pardon, c'est pas très élégant. Donc ça fait partie. Donc, 1, le seuil d'invalidation, c'est le plus important. 2, il faut que vous ayez préparé vos supports et bien entendu vos résistances si vous voulez vendre. 3, il faut que vous ayez une idée du bruit que vous pourriez avoir autour des niveaux. Par bruit, je veux dire que si vous avez un support sur une valeur qui vaut 1000 € et que vous avez trouvé le support à 1002 €,30, bon, est-ce que quand on vaut 1002 €,20, est-ce que vous devez déjà considérer que votre support est enfoncé ou pas? Non, a priori, surtout si ça se produit à 13 h, c'est une heure où les marchés sont régulièrement, particulièrement creux. En gros, de 9 h à 10 h, c'est actif, 10 h, 10 h 30, s'il y a pas mal de volume. Après, autour de 14 h 30, à l'ouverture des marchés américains, ça revit un peu, enfin 15 h 30 ou 14 h 30, ça dépend des moments, ça revit un peu.
Et puis, ça revit beaucoup à 17h, 17h30. Mais entre ces horaires-là, la liquidité peut être beaucoup plus étroite. Donc, il faut avoir une idée du bruit que vous allez accepter autour de ces niveaux. Et il faut aussi que vous y ayez pensé avant de vous situer dans la situation, de vous situer dans le cas. Alors, ça, c'est quelque chose avec de l'expérience. On a ces outils et on évalue. Mais sincèrement, c'est un truc sur lequel c'est pas facile, hein. Voilà, donc quand on a fait ça, à quel prix acheter? On achète. L'idéal, c'est sur le seuil d'invalidation, mais pour aller sur le seuil d'invalidation, il faut quand même que la valeur baisse pas mal. Et parfois, les valeurs, elles ne baissent pas tant que ça. Donc, on sait qu'on a une chance plus faible d'acheter si on atteint le seuil d'invalidation. Mais bien entendu, la chance est plus faible, mais dans ce cas-là, on a le gain qui sera le plus important si la valeur repart effectivement à la hausse. Et surtout, c'est là qu'on va avoir le gain le plus faible, la perte la plus faible si on a tort. Parce que si on enfonce le seuil d'invalidation, on sait qu'on va devoir couper la position, mais on va la couper à un cours qui sera pas très différent du niveau auquel on est entré. Donc, c'est vraiment le niveau clé qu'il faut avoir préparé et qui doit vous permettre de valider toutes vos stratégies. Mais c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans les sessions précédentes de webinaire et dont on va reparler encore. Là, aujourd'hui, je ne me focalise pas sur l'identification du seuil d'invalidation, etc. Tout à fait. C'est Je vous disponible montre comment d'ailleurs on sur notre chaîne l'utilise. YouTube. Si vous voulez revoir voilà, toutes les informations et le savoir que Valérie a déjà partagé avec nous, vous le retrouvez sur la chaîne YouTube IG. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Voilà. Alors, une fois que vous avez acheté, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, en fait, la plupart des gens, ils se posent la question de quand est-ce que je dois revendre? Mais en fait, vous ne devez pas tellement vous poser cette question-là. La question la plus importante que vous devez vous poser, c'est si j'ai acheté et que ça baisse, quand est-ce que je prends ma perte? Et il suffit de répondre à cette question-là parce que perte ou gain, c'est pas ça qui doit motiver votre décision. C'est pas parce que vous gagnez de l'argent que vous clôturez une position, c'est pas parce que vous perdez de l'argent que vous clôturez une position. Vous la clôturez parce que la décision d'acheter n'est plus valable ou que vous voyez apparaître une nouvelle décision qui correspond, enfin une nouvelle possibilité, donc une nouvelle tendance qui deviendrait baissière. Soit elle n'est plus haussière, soit même elle devient baissière. Dans ce cas-là, vous n'avez plus de raison d'être à l'achat. Donc, vous revendez. Mais en fait, quand vous avez acheté quelque chose, conservez-le tant que vous ne voyez pas apparaître un signal de vente. Quand vous voyez apparaître le signal de vente, là, vous pouvez revendre. En fait, si vous faites ça, vous allez pouvoir avoir parfois des gains absolument considérables. Parce que le marché développe des tendances qui peuvent être surprenantes et que, en général, les gens font des petits gains et des grosses pertes et qu'il faut arriver à inverser ça. Il faut arriver à faire des gros gains et des petites pertes. Alors, des gros gains, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, hein. Il faut en faire juste un de temps en temps. Puis après, il faut faire plein de petites pertes et de petits gains qui se compensent. Et de temps en temps, boum, on fait un gros gain. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un compte de résultats positif. Mais dans la plupart des cas, les gens partent de plein de petits gains et quelques grosses pertes. Et il faut inverser complètement ces proportions. Et pour inverser ces proportions, il faut arrêter de vous demander quand vous allez prendre vos profits et il faut vous demander seulement quand est-ce que vous allez prendre votre perte. Pensez à vos pertes, à vos pertes, à vos pertes. Et les gains, ils viendront tout seuls. Parce que si vous êtes dans le marché et que vous n'avez jamais de grosses pertes, vous allez tout le temps pouvoir recommencer à miser, à remettre de l'argent, à retenter des stratégies. Et à vrai dire, vous avez 48 chances sur 100 à peu près de gagner de l'argent parce que on a toujours... il y a toujours, les forces sont toujours contre nous, hein. Il y a toujours un petit quelque chose qui va contre nous. On ne peut pas dire qu'on a une chance sur deux que ça monte ou que ça baisse, hein. Bien que théoriquement c'est le cas, dans la réalité c'est pas le cas. Mais donc vous allez avoir finalement, vous verrez, ça apparaîtra. Il faut y croire, mais ça se produit régulièrement. Donc voilà, posez-vous la question à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Quand est-ce que
je prendrai ma perte? Si j'achète en dessous de quel cours est-ce que la tendance ne sera plus haussière? C'est pas est-ce que j'accepte de perdre 1%, est-ce que j'accepte de perdre 10%? Non, c'est quand est-ce que la tendance ne sera plus haussière. Donc, souvenez-vous, 1, réfléchissez à votre système, à le cerveau reposé. Tous les matins, à priori, parce que c'est le matin qu'on est le plus reposé, avant que le marché ouvre, il faut que vous preniez votre système et que vous vous disiez, bon, ben voilà, j'applique mon système au marché, il a bien marché jusqu'à présent, je ne le change pas, il a mal marché, il faut que j'essaye de lui conduire, d'y apporter des petites modifications et appliquer dans la journée les résultats de votre système. Il y a une question, non, Maëva, ou une remarque? Je vois un truc qui clignote. Non, non, on n'a pas de questions, on n'a pas Ah de bon, questions. ok. Donc, appliquez pendant la journée, appliquez les résultats de votre système, c'est ce qui va vous permettre, même si vous n'y croyez plus, même si faut être cohérent, il faut aller au bout. Et si vous vous rendez compte plusieurs fois de suite que votre système, il vous a fait prendre des mauvaises décisions, eh bien alors, après la clôture du marché et à tête reposée, vous essaierez de faire évoluer votre système, mais ne faites pas tout en même temps. Il faut bien distinguer ces 3 étapes dans votre vie de trader. L'étape de la journée de trading où on ne fait qu'appliquer, l'étape où on évalue les résultats, ça se fait plutôt le week-end, enfin il faut avoir du temps pour s'asseoir, c'est pas rigolo, hein. C'est même super enquiquinant d'évaluer ces résultats, mais surtout évaluer les pertes, bien entendu, hein. Mais n'oubliez pas d'évaluer les gains aussi quand même, parce que parfois, à trop se concentrer sur les pertes, on oublie aussi ce qu'on a fait de bien et on fait aussi des choses bien en général. Donc, évaluer les résultats du système et modifier votre système pour préparer votre journée de trading le lendemain. C'est la seule façon de faire, mais il ne faut surtout pas changer d'avis dans la journée. Et il faut appliquer des résultats d'un système. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Valérie, parce que même quand tu dis évaluer à la fin de la journée le bilan, même en termes de psychologie de trading et pour éviter tous les biais, c'est aussi cette étape qui va permettre de prendre du recul et de se dire, voilà, bah, à tel moment, à telle position, j'ai ressenti énormément de stress, j'ai eu tant de gains, tant de pertes, et un peu de réussir à s'extraire aussi de tous les biais comportementaux qu'on peut avoir. Donc, prendre ce temps pour faire le recul, en plus d'analyser les résultats du système, ça permet même de faire un peu un travail sur soi pour essayer en fait de ne pas tomber dans les biais qui peuvent impacter très durement le trading. Oui, mais justement, l'avantage d'un système, c'est qu'il ne donne pas de place aux biais. C'est-à-dire que le soir, vous devez justement vous rendre compte, mon système me disait de faire ça, est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je ne l'ai pas fait? Ben, si je ne l'ai pas fait, vous pouvez vous engueuler, quoi. Parce que vous deviez le faire. Enfin, soit vous êtes là pour gagner de l'argent, soit vous êtes là pour vous faire des frissons, hein. Après, chacun son truc. Si vous êtes là pour vous faire des frissons, vous pouvez avoir un budget frisson et puis vous perdez de l'argent, mais ça vous donne des frissons et vous êtes content. Ok. Il y en a qui vont faire de l'escalade, du parapente, ça leur fait des frissons aussi, ça leur coûte de l'argent. Mais si vous êtes là pour gagner de l'argent, il faut arriver à mettre en place un système dans lequel les émotions n'ont pas de place. Et c'est bien pour ça qu'il faut un système, parce que si vous êtes dans la décision subjective, c'est-à-dire dans la formation d'une prévision, hein, parce que pour prendre une décision subjective, vous êtes nécessairement en train de former une prévision. Vous vous dites, ah oui, mais là, on a le PPI qui a été publié plus bas qu'attendu, et donc, ça va faire monter le marché demain. Voilà. Ça, typiquement, c'est un truc qu'on peut penser aujourd'hui. Mais peut-être que ça sera vrai, hein. Mais demain, si le marché baisse, qu'est-ce que vous pensez? J'ai encore raison ou bien j'ai eu tort? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut répondre à cette question. Et pourtant, c'est la question, parce que si vous vous mettez à perdre de l'argent, ce que vous devez savoir, c'est pas si PPI le mois prochain, il sera plus haut ou plus bas, hein. Ça ne va pas vous aider à faire mieux, hein. Ce qui va vous aider à faire mieux, c'est de savoir si votre perte, vous la coupez tout de suite, ou bien alors si votre perte, elle fait partie du raisonnable, de ce qui était acceptable, et que la tendance
que vous auriez pu repérer, elle est toujours valable et que donc il faut juste patienter. Donc il faut savoir répondre aux bonnes questions. Donc par exemple, si on applique la théorie de la tendance, on se rend compte que sur le CAC 40, on a alors une moyenne mobile 200 qui est haussière, on s'en fout complètement. Conférer la conférence précédente, hein, où je vous disais que les indicateurs, ça sert à rien, mais c'est joli sur le graphique. Mais surtout, ce qu'on a, c'est qu'on voit que les sommets sur le CAC 40, ils ont été petit à petit orientés à la baisse. Et les creux, ben, en fait, pendant un certain temps, ils ont été plats. Et à un moment, là, quand on a enfoncé à peu près 7050, le trait gris, on a eu, avec ce premier point bas, on a eu un deuxième point bas qui était en baisse. On a eu une série de points bas qui étaient en baisse. Alors, on est dans une situation qui est difficile sur le CAC 40, et ça fait 6 mois qu'elle est difficile, parce que là, on a bien des sommets qui baissent. On a maintenant toute cette série de creux qui sont en baisse, mais on a encore ce creux-là, qui n'est pas très loin, et qui peut-être peut annuler cette baisse, parce qu'on a ces sommets qui sont en baisse, mais on a ces creux qui peuvent rester encore haussiers. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore si on a démarré une tendance baissière qui va s'accentuer. C'est une possibilité, c'est une lecture du graphique. Donc là, le graphique, je l'ai fait il y a 2 jours. Ce soir, on est allé à 7205, hein, à peu près. Non, parce qu'on s'est arrêté avant sur le CAC. Je pousserai bien. Enfin, on a rebondi, on est allé près de ce niveau-là hier. Donc, on ne sait pas très bien encore dans quel cas où on est. Ou si on est encore dans cette consolidation avec des sommets qui sont en baisse, mais des creux qui sont en hausse, donc une tendance neutre, donc ce qu'on appelle une consolidation ou une tendance neutre, et où donc, quand on a un peu trop baissé, ben on remonte, on va plutôt vers le haut de la consolidation. Puis quand on a un peu trop monté, ben, oups, on rebaisse. Ce qu'on a fait là pendant la plus grosse partie de l'année, hein, on a fait baisser, monter, etc. Et on ne va pas forcément exactement au même niveau qu'avant. Enfin, c'est vraiment des situations qui sont très difficiles. Il y a un moment où on en sort de ces situations. Alors, est-ce que c'est à partir de maintenant ou pas? Voilà, donc une lecture qui est possible actuellement sur ce graphique, c'est de voir une tendance qui est baissière, mais si on vient franchir le trait rouge gras, 7205, eh bien, on va avoir un nouveau sommet. Hein. Imaginez qu'on ait une barre demain qui se termine au niveau du début de la flèche, là où j'ai ma souris. Alors, à ce moment-là, on va avoir, là, on avait une série de creux qui étaient en baisse, mais on va avoir un sommet qui sera au-dessus du sommet à 7205. Donc, en fait, on aura interrompu la succession des sommets baissiers. On n'aura plus de tendance baissière, on aura une tendance neutre. Bon, une tendance neutre, c'est ce qu'il y a de pire, on peut vraiment pas en faire grand-chose, c'est vraiment difficile, mais on ne peut pas savoir à l'avance et ça ne sert à rien de savoir à l'avance. Donc là, en fait, on est dans une situation sur laquelle, quand on est à 7205, il faut vendre. Donc tout à l'heure, je vous disais, on avait pris l'exemple à l'achat. Identifier la tendance. La tendance, elle est baissière. Identifier les niveaux de support et de résistance. Donc, on avait en fait une première résistance il y a 2 jours à 7053 et la résistance qu'on appelle majeure ou niveau d'invalidation qui était à 7205. Donc, on avait 2 opportunités pour vendre. Soit on vendait à 7053 en espérant une baisse rapide, mais de toute façon, si on vendait à 7053, on savait qu'il fallait attendre de passer au-dessus de 7205 pour couper la position. Donc, il fallait se poser la question de est-ce que je suis prêt à perdre 150 points sur le CAC 40 et à vendre aujourd'hui ou pas? Vous pouvez être prêt, vous pouvez ne pas être prêt. Vous pouvez aussi vous dire, oh là, c'est quand même une grosse perte potentielle. Si j'ai tort, c'est quand même une grosse perte. D'autant que je vous dis 7205, mais il va quand même falloir garder 15-20 points de franchissement au moins de bruit. Hein, donc, vous allez vous couper plutôt à 7230. Donc, ça fait 180 points de perte possible, donc 2,5%.
Donc, est-ce que si je veux absolument ouvrir cette position, peut-être que vous allez le faire sur une part de capital plus petite. Hein, parce que perdre 150 points, si vous avez un point à 10 centimes, c'est pas pareil que perdre 150 points si vous prenez 1 euro par point. Mais ça peut vous faire la même perte. Ça peut vous permettre d'entrer dans le marché quand même dans des conditions correctes. Donc là, en fait, on est actuellement sur les meilleurs points de vente possibles. Alors, ce que je vous propose aussi, c'est en fait de toujours regarder plusieurs indices, surtout si vous tradez en Europe. Les indices européens, ils ont des très gros biais sectoriels. Le CAC 40, comme vous le savez, a une forte exposition au luxe, alors que le DAX allemand a une forte exposition à l'automobile et à l'industrie. Il n'a pas du tout d'énergie. L'Italie est très exposée à la banque et à l'énergie. Bon, bref, chaque secteur, et puis il y a peu de valeur dans chacun de ces indices. Le Stoxx 600, c'est un indice européen qui est beaucoup plus stable, hein, c'est un peu notre équivalent du S&P 500, et du coup, il va vous donner des lectures qui vont être un petit peu différentes. Parfois, il va vous permettre de confirmer ce que vous voyez sur le CAC 40 ou sur le DAX 30. Il est dans la même situation, on a le même sommet au même endroit, 454, la résistance majeure, c'est le niveau auquel on était aujourd'hui, on a clôturé à 453, on est toujours en dessous, donc en fait, pour le moment, il faut toujours vendre. Voilà. Et on est même au niveau idéal pour vendre. Pourquoi? Parce que si demain, on vaut 461, 462, bah, en fait, il faudra couper la position et on aura perdu pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut gagner si on a raison? Bah, en fait, si on est vraiment dans une tendance baissière, et donc si on reste au 454, on doit au moins aller faire un nouveau plus bas à 435. Voilà, donc on peut gagner 20 alors qu'on a un risque de perdre, disons, 10. Voilà, c'est pas une stratégie stupide. Et puis peut-être que ça ira même plus bas. Hein. Donc quand on arrive à 435, c'est pas pour ça qu'il faut prendre ses profits. Il faut plutôt essayer d'accompagner la position plus bas, parce qu'on pourrait aller à 421 aussi. Alors, je vais vous reposer une petite question, parce que sinon vous allez vous endormir. Hein, il est presque 8 heures. Est-ce que vous préférez vendre le graphique, l'action qui est sur le graphique A, ou est-ce que vous préférez vendre l'action qui est sur le graphique B? Donc A est à gauche et B est à droite. Voilà, alors j'ai dû switcher du coup sur la question pour que vous puissiez tous voter. J'espère que vous avez eu le temps de voir l'image. Si jamais vous voulez que je vous Ah oui, la vous la voyez remonte, plus. oui, voilà. Ah oui, c'est dommage On ça. avait, ouais. Ah, trop rapide. Bah, alors on va refaire, on va refaire. Oui, Alors, remets l'image un voilà. petit peu. Alors, hop. Voilà. Là, alors observez bien l'image. Est-ce que vous préférez vendre A ou B? Et à ce moment-là, je vais relancer le sondage. Voilà, donc je laisse encore, allez, disons 15-20 secondes, le temps d'observer. Voilà, comme ça, vous pouvez bien regarder. On va considérer que là, tout le monde a pu bien voir. Donc, souvenez-vous de votre réponse et je relance le sondage. C'est parti, vous pouvez voter. Est-ce que vous préférez vendre le graphique A qui était à gauche ou alors le graphique B qui était à droite? Alors, pour le moment, Valérie, on a déjà 60% de votants, 63%, ça monte, ça y est, on est aux 70%, 74 même, on a 70% de B et 30% de A. Ok, très bien. Alors, presque la même question. En tout cas, ce sont les mêmes graphiques. Est-ce que vous préférez acheter A ou acheter B? Alors, Normalement, pareil, voilà, je vous c'est laisse un petit peu de temps. voilà, un petit peu moins de temps parce que c'est les mêmes graphiques. Mais tout Voilà. à l'heure, je vous demandais laquelle vous vouliez vendre et là, je vous demande laquelle vous voulez acheter plutôt. Alors, c'est reparti. Allez, je vais relancer le sondage. Cette fois-ci, est-ce que vous voulez acheter A qui est à gauche ou alors B qui est à droite? Je vous laisse répondre. Alors, ça y est, ça vote. On a déjà 63% de votants. On est plutôt majoritairement sur A. Ça y est, 74% de votants et on a 70% de réponse A. Eh ben voilà. Eh ben écoutez,
je vous ai bien sûr posé une question un petit peu piège, hein, parce qu'en fait, on a ces réflexes, on entend dire toujours, il faut acheter ce qui baisse et vendre ce qui monte. C'est pas si simple. Il faut acheter ce qui baisse tant que c'est en tendance haussière. Et il faut vendre ce qui monte si c'est une hausse qui se produit dans une tendance baissière. C'est-à-dire que tant que vous montez, mais vous restez au-dessus du niveau d'invalidation, il faut acheter. Enfin, tant que vous baissez, mais vous baissez en restant au-dessus du niveau d'invalidation, vous pouvez acheter. Regardez ces deux. Ah bah attendez. Voilà. Non, zut, j'ai changé de place. Ah, où est-ce qu'elle est passée mon... J'ai perdu mon slide. Ah, et ben attends, c'est pas grave, je l'ai, Toi, je vais tu l'as, l'afficher. oui. Voilà, je vais te l'afficher. Ah, Alors, je merci, reprends la Maëva. main. Bon, en fait, je vais vous Je dire, reprends hein, la main. déjà, sachez que le graphique de gauche, c'est LVMH et le graphique de droite, c'est Total. Voilà. Et Là, tu c'est au mois devrais le d'août. voir à Voilà. l'écran. Est-ce que vous le voyez aussi? Tout le monde le voit ou je dois le faire passer de ce Non, côté-là? c'est bon, tout le monde le voit. OK. Donc, le trait rouge, c'est le moment où on se situait sur le graphique précédent que je vous ai montré. Et bien sûr, naturellement, vous avez vu quelque chose qui avait baissé, vous vous êtes dit, j'ai plutôt envie de l'acheter. Et là, vous avez vu quelque chose qui avait monté, vous vous êtes dit, j'ai plutôt envie de le vendre. Mais ça ne marche pas tout le temps. Et je vais vous montrer un autre exemple qui va être plus clair enfin plus clair, qui va présenter les choses encore différemment. Voilà, là, c'est Worldline, la société. Et elle a valu 85. Donc, c'était en... Je ne me souviens plus en quelle année, il y a 3 ans ou quelque chose comme ça peut-être. Et elle avait déjà baissé jusqu'à 65. Ben, pour beaucoup de gens, ça pouvait donner envie d'acheter, hein. Pourtant, il fallait encore la vendre parce que le graphique que je vous ai présenté, on était là. Et voilà ce qui lui est arrivé après à Worldline. En fait, qu'est-ce que je veux illustrer avec ça? C'est que quand une action est dans une tendance, eh bien, la tendance, elle est plus forte que tout. C'est-à-dire que tous les supports, que tous les indicateurs, que toutes les nouvelles, que tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de tendance, c'est autre chose. Et sur Worldline, en fait, on avait une action qui était sans tendance, qui avait pas mal baissé sur le graphique d'avant, hein. On n'avait pas franchement de tendance. Elle avait déjà beaucoup baissé, mais on était déjà passé en dessous des précédents creux. Et je pense que personnellement, j'aurais jamais vendu à la découvert ça, hein. Mais ne pas acheter, ça c'est sûr que j'aurais pas acheté. Et en revanche, envisager que ça puisse baisser plus, ça, j'en ai vu tellement que je pouvais l'envisager. Et c'est un truc contre lequel il va falloir que vous vous battiez, hein. C'est que cette histoire de il faut acheter ce qui baisse et vendre ce qui monte, c'est pas complètement vrai. Je vous le rappelle, il faut acheter ce qui est dans une tendance haussière et qui a baissé en restant dans la tendance, c'est-à-dire sans passer en dessous du niveau d'invalidation. Et là, Worldline, en fait, le niveau d'invalidation, on avait un début de tendance baissière, hein. Avant, on avait des creux ici qui étaient en hausse, des sommets qui étaient en hausse. Et puis, vous voyez que ici, on a enfoncé ce précédent creux là, et on commence à avoir des sommets qui sont en baisse avec des creux qui sont en baisse. Donc, en fait, ce passage de hausse qui était là, il commence à être mis à mal. On rebondit un petit peu, mais en rebondissant, on s'arrête sous le précédent creux, c'est-à-dire qu'on établit ce que l'on appelle une polarité baissière. Ensuite, on vient enfoncer le creux précédent. Donc là, on a un sommet intermédiaire, un autre sommet, un creux, un deuxième creux, on passe en dessous, c'est-à-dire qu'on a un troisième creux. On a une tendance qui est baissière.
Donc, à partir du moment où vous êtes dans une tendance qui est baissière, vous ne vous dites pas trop, je vais me mettre en face de la tendance baissière pour acheter. Parce qu'en fait, vous pouvez vous le dire tous les jours parce que ce jour-là, vous êtes sur un support. En fait, vous allez ici, vous avez un support, vous pouvez acheter sur ce support. Ici, vous avez un support, vous pouvez acheter sur ce support. Quand vous allez arriver là, vous allez arriver sur le support, vous allez pouvoir acheter sur le support encore. Bref, des supports, il y en a tout le temps. Mais la tendance, elle est plus forte que le support. Elle va casser le support. Hein. Donc, la première Alors, chose, c'est Valérie, la comme, tendance. comme la présentation est sur mon écran, malheureusement, on ne voit pas ce que tu montres. Alors, je vais te repasser la main. Est-ce que tu as la slide sur Worldline? Oui. Ok, et ben je te repasse la main, comme ça tu pourras juste montrer les Ah oui, il derniers faut que je supports que la tu as. reprenne. Il fallait que. Attends, je vois pas. Voilà, montrer mon écran. Hop. Là, Voilà, parfait, vous là la on voit voyez? Donc bien. voilà, j'étais en train de vous montrer. Donc vous voyez, ici, on avait cette tendance haussière avec ces creux qui étaient orientés à la hausse et ces sommets qui étaient orientés à la hausse. Et puis, ici, quand on est arrivé là, on avait sommet, sommet, creux, creux. Donc déjà, on avait un début de tendance baissière, mais elle était toute neuve. Et donc, quand je vous disais, on a créé une polarité, c'est qu'on est venu ici et on s'est arrêté sur l'ancien point bas. Quand on a quelque chose comme ça, où un point bas devient un point haut, ça s'appelle une polarité. Cette polarité-là, elle a lieu dans une tendance baissière, donc on appelle ça une polarité baissière. Et ici, quand vous enfoncez ce niveau-là, vous avez votre tendance baissière qui est clairement affirmée. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne vaut pas cher qu'il faut acheter, parce que vous êtes avant tout dans une tendance baissière. Et donc, voilà, Worldline, hein, je vous l'ai montré quand on était là, voilà ce qui est arrivé après à Worldline. Donc, ce n'est pas parce qu'on a baissé qu'on s'arrête de baisser, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Acheter quelque chose qui a baissé, ce n'est pas forcément une bonne chose si c'est en tendance baissière. Et du coup, en fait, je vous montre ça parce que quand vous cherchez des actions à acheter dans le marché ou quand vous cherchez des actions à vendre, achetez les actions qui ont tendance à monter plus que l'indice et vendez les actions qui ont tendance à baisser plus que l'indice ou à monter moins. Donc, par exemple, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, regardez, on ne voit pas la date, bon, mais c'est un graphique sur un an, ça, de mémoire. Donc, elle a fait son sommet, disons, au mois de mars-avril, et elle s'est mise à baisser depuis. Le CAC 40, vous vous souvenez, on a fait un grand plat, là, et on essaye de sortir du plat. Elle, Dassault Systèmes, elle est en tendance baissière pour le moment. Donc, tant qu'on est sous 37, il est hors de question de l'acheter. Oui, je sais, elle rebondit là. Je vois qu'elle est en train de remonter. Mais c'est pas grave, super. Elle va arriver à 37. Bah, si elle va à 37, c'est une bonne occasion de la vendre parce que si elle repasse au-dessus de 37, bah, potentiellement, c'est vrai, elle va remonter encore. Elle va aller à 39 ou à 41, etc. Donc, ce sera plus la peine d'essayer de la vendre. On n'a pas un risque très élevé à la vendre à 37. Et puis, si elle se remet à baisser, ben, on va capter une grande partie de cette baisse. Autre valeur qui est très faible, Société Générale. Dans le 1, par rapport à l'indice, vous voyez qu'elle est partie dans une tendance baissière qui est marquée. 2, si vous regardez BNP ou Crédit Agricole, vous allez voir que Société Générale, elle a beaucoup plus de mal à progresser. Donc, quand vous vous dites il faudrait que je vende une banque, pensez Société Générale. C'est toujours la banque qui est la plus intéressante à vendre parce que c'est celle qui, à la baisse tout le temps le plus. Donc, quand vous avez déterminé le sens de du marché, qui va vous dire si vous devez chercher un achat ou si vous devez chercher une vente, je ne suis pas en train de prévoir, hein, je constate aujourd'hui la tendance est comme ceci ou aujourd'hui la tendance est comme cela. Et je me dis juste, si aujourd'hui elle est comme ça, en fait, la probabilité pour que cette tendance se poursuive, pas tous les jours, bien sûr, mais à horizon dans quelques semaines, bah c'est que la baisse reprenne. Et puis, bah, voilà, si je traite au bon moment, ma perte, elle sera minimisée. Et donc, je pourrai recommencer parce que je n'aurai pas entamé mon capital de façon grave. Autre valeur faible, mais qui a un potentiel de rebond relativement élevé parce qu'elle pourrait aller jusqu'à 57,44, c'est son niveau d'invalidation. Mais Eurofin,
C'est une valeur qui, si elle rebondit effectivement, à partir de 56, 50, 57, c'est une bonne opportunité de vente. Voilà. Donc, je voulais avant tout vous montrer que on n'a pas besoin du tout de faire de l'analyse fondamentale pour traiter. Juste pour rappel, parce que c'était le résultat des LVMH aujourd'hui, LVMH, le 12 avril, au soir, elle a publié ses résultats du premier trimestre. Elle nous a dit que ses ventes, enfin, ce n'était pas les résultats, c'était les ventes. Les ventes du premier trimestre étaient en hausse de 17 ou 18%, je ne sais plus. Et c'était beaucoup plus que ce que le marché attendait. Ben, regardez l'évolution de LVMH après cette publication. Elle devait valoir 870 juste après la publication, quand ça a été connu. Elle a tout de suite monté après la publication. Et après, elle n'a plus bougé pendant un mois. Et aujourd'hui, elle est tombée à 676. Et elle nous a dit que ses ventes avaient ralenti à 9%. Et donc, les gens réagissent en se disant « Oh là là, c'est la catastrophe ». Mais entre-temps, elle a déjà perdu 20%. Peut-être que l'analyse fondamentale, vous voyez, n'est pas forcément un guide très intéressant. On va voir ce qui se passe dans les 3 semaines qui viennent, si elle se retrouve au-dessus ou en dessous. Mais potentiellement, écouter l'analyse fondamentale et changer d'avis, comme j'ai entendu quelqu'un ce matin qui nous parlait d'LVMH et qui disait je pensais qu'elle allait monter après les résultats. En fait, elle baisse. Donc, en fait, je vais changer ma stratégie et je vais vendre. Voilà. Et on verra parce que je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, je ne conseillerais pas de vendre LVMH aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu tard. Voilà. Donc, prévoir, c'est fatigant, dangereux et en fait, ça ne répond pas aux questions les plus pertinentes. Et une bonne prévision, ce n'est pas ce qui vous aide à gagner de l'argent en bourse. Ce qui vous aide à gagner de l'argent en bourse, c'est de savoir ne pas en perdre et après, laisser courir au gain. Et c'est d'autres techniques qu'il faut employer pour arriver à ça. Voilà. Eh ben, merci Valérie pour toutes ces explications. Encore une fois, très enrichissant. Merci à tous pour votre participation, pour vos questions, pour vos réponses au sondage également. Ce webinaire, il sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas à le regarder en replay si vous le souhaitez. Et puis, on se retrouvera très prochainement avec Valérie pour une prochaine session. Si je ne me trompe pas, Valérie, que je nous donne la date, ce sera le lundi 20 novembre. Possible, voilà. J'ai oublié. Voilà, lundi 20 novembre. Merci encore à toi une nouvelle fois et puis merci à tous pour votre participation. Merci, bonsoir.